Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce webinaire. Je suis Denis Coconcelli, directeur du Centre international de ressources et d'innovation pour le développement durable basé à Saint-Étienne. Ce séminaire qui va durer 1h30 avec un panel d'intervenants dont je vais vous donner les noms très bientôt. C'est un séminaire qui est organisé par un certain nombre de structures engagées sur la question du textile et de l'économie circulaire. Je vais citer le réseau Éclaira, qui est le centre de ressources régional en Auvergne-Rhône-Alpes, et à la fois le réseau social des professionnels engagés dans l'économie circulaire. Également participe à cette organisation Unitex, la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont donc à l'initiative d'une semaine complète dédiée à l'économie circulaire dans la filière textile. La région Auvergne-Rhône-Alpes est engagée à travers un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire. Tectera est le pôle de compétitivité de la filière textile française et Unitex en Auvergne-Rhône-Alpes est la plus grande organisation professionnelle régionale textile de France. Elle fédère un ensemble de professionnels de ce secteur d'activité. Alors, on se situe donc dans une semaine du 5 au 8 octobre 2020, un certain nombre de tables rondes au nombre de 4. Aujourd'hui, la deuxième table ronde qui s'attachera à parler de valorisation et d'allongement de la durée de vie des textiles, dont je vous donnerai quelques éléments chiffrés tout de suite. Cette table ronde sera animée par Laurent Vacheresse de la Cité du Design, avec un certain nombre d'intervenants qui se présenteront bien entendu en détail. Je vais les citer néanmoins pour les remercier de leur participation déjà. Fabien Guérin d'Areco, Florian Paluel de Picture Organic Clothing, Fabrice Perrault de Fontanet de Green Wolf, ainsi que Clara Poton de Synergie TLC, Benoît Savinel de PEC et Jean-Michel Duivon de Mapea. Merci encore à eux et à vous de vous être rendus disponibles aujourd'hui. Alors, quelques éléments de contexte, bien entendu. Quelques éléments de contexte, bien entendu, sur la filière aujourd'hui et les enjeux textiles en France. Quelques éléments chiffrés. En France, ce sont 2,6 milliards de textiles d'habillement, linge de maison et de chaussures qui sont mis en marché par an. Les ventes augmentent, une tendance des prix à chuter, des produits qui sont utilisés de moins en moins longtemps. C'est ce qu'on appelle, excusez-moi du terme, la fast fashion. La production textile consomme énormément d'eau. Je pense que ce n'est pas une nouvelle, je ne vous l'apprends pas. C'est une industrie qui est la troisième plus grande consommatrice derrière la production de céréales et de pétrole en matière d'eau. La fin de vie, puisque c'est le sujet du jour. Aujourd'hui, je vous présente donc Refashion, qui est l'éco-organisme qu'on appelait jusque-là Éco-TLC. C'est aussi un marché qui est constitué d'un certain nombre de structures de collecte, de tri, sur le territoire. Alors, cette fin de vie, la collecte, 38% seulement des textiles usagés sont collectés, 50% de cette partie est réutilisée, dont seulement 5 à 10% en France. Donc, on voit ici un enjeu de valorisation de la ressource sur le territoire local et de production d'activités et d'emplois. 33% sont recyclés, chiffon, effilochage, broyage, et 8% sont soit valorisés énergétiquement par l'incinération, soit directement enfouis. Voilà. Alors la fast fashion, obsolescence culturelle, une baisse de la qualité, une durée d'usage de plus en plus courte. Un des enjeux consiste à modifier les pratiques de consommation pour allonger cette fin de vie de produit, de mieux informer sur l'entretien des textiles et de favoriser la réparation et le réemploi. Alors, qu'est-ce qui complique aujourd'hui le recyclage sur ce traitement de fin de vie? Le coût du tri, le manque d'uniformité du textile en quantité et en qualité, une grande diversité de matières, l'impossibilité technique, je vais reprendre ma lecture, de recycler certains textiles, on l'a dit, par un certain nombre de mélanges de fibres, des filières de recyclage insuffisantes, pas de solution de masse, des freins techniques, économiques
qui sont étroitement liées, la viabilité du modèle économique de la fin de vie des textiles. À cela s'ajoute, et je finirai par ça, sinon on va croire que le tableau est extrêmement sombre, des problématiques liées à une filière qui est mondialisée, une délocalisation de l'industrie, pas assez de solutions locales. Les textiles réutilisables sont en grande partie envoyés à l'étranger, vous l'avez vu à travers les chiffres, puisque simplement 5 à 10% des textiles collectés sont réutilisés, réemployés, recyclés en France. En bref, un besoin de concevoir différemment des produits, de réduire les volumes de vente, d'entrer dans des modes de consommation sobres et responsables, d'allonger cette fameuse durée de vie dont on va parler aujourd'hui, de collecter mieux et plus, mais aussi de trouver des solutions avec des modèles économiques viables. Alors, je vais passer la parole à notre animateur. Je dirais simplement que tout ce que vous verrez à l'écran durant cette conférence sera disponible ensuite sur le site des partenaires et téléchargeable, bien évidemment. Donc, je vous passe ces éléments et je vais passer la parole à Laurent Vacheresse de la Cité du Design. Merci Denis. Bonjour à tous. Donc je suis Laurent Vacheresse, donc en charge de l'animation de ce webinaire. Ravi de vous voir, vous rencontrer. Moi je suis chargé de mission réseau et formation continue à la Cité du Design. La Cité, c'est un centre d'expertise en design. On a des missions de diffusion de la culture design, d'enseignement et d'accompagnement des entreprises. Et c'est dans ce cadre-là que je travaille avec le CIRID, le pôle éco-conception et l'association Designer Plus dans le cadre du C3D. Voilà, donc on travaille ensemble et je suis ravi que ces acteurs nous invitent aussi à participer au mouvement. Donc sans transition, nous allons commencer plutôt en amont de la filière avec une solution qui va nous être présentée par Fabien Guérin, qui est Business Development Manager à l'entreprise Areco. Et cette solution a un fort impact sur les activités des tisseurs et des mouliniers. Donc, du coup, je passe la parole à Fabien pour savoir en quoi vos activités, au fil de l'eau, si je puis dire, sont liées à notre thématique du jour. Bonjour à tous. Alors, déjà pour présenter un peu notre société, donc nous, Areco, on est spécialisé dans l'humidification, donc la fabrication de systèmes d'humidification. On fait partie du groupe Arfitec qui regroupe deux filiales, donc Areco pour la nébulisation à ultrasons, donc on fait des gouttes extrêmement fines, et BRO pour la partie plus brumisation, donc plus traitement de gros volumes. Nos systèmes donc, sont utilisés dans différentes activités. Donc, à la base, on n'était pas du tout dans le milieu du tissage. Et c'est grâce à une rencontre avec la société donc, LTC sur la COP 21 qui a fait que on a commencé à parler d'humidification et de tissage. Et du coup, on a monté un projet de type FUI qui avait pour but en fait de développer des systèmes d'humidification directement au niveau des métiers et non plus des traitements globaux de l'ensemble des volumes, donc des tisseurs. Pour terminer juste la présentation de la société, donc nous, le groupe est français, donc on travaille donc à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. On est à la R&D qui est intégrée, on est 130 collaborateurs et on a fait à peu près donc 16 millions de chiffre d'affaires. Pour en revenir donc sur la partie textile, donc effectivement, la maîtrise de l'hygrométrie pour les tisseurs, c'est quelque chose qui est connu maintenant. Généralement, en fait, c'est des systèmes de régulation d'humidité qui sont pour l'ensemble du volume de l'atelier. Donc, on n'a pas d'humidification différenciée. L'intérêt du projet, c'était de vraiment apporter l'humidité exactement là où on en a besoin, c'est-à-dire sur le métier, et non pas traiter l'ensemble du volume. En travaillant donc avec les tisseurs qui font partie du projet, on s'est penché sur un cas concret et on a étudié en fait les consommations énergétiques et d'eau induites par la fonction humidification. Donc sur un atelier de 1500 m² avec 80 métiers, la consommation donc à l'état est T0
est d'environ donc 30 mètres cubes d'eau par jour pour 100 kWh d'électricité consommée. Avec le système qu'on a développé, on passe à 6 mètres cubes par jour et pour 50 kWh d'énergie. Donc, on vient diviser par 2 la consommation énergétique et surtout diviser par 5 la consommation d'eau. Donc, tout ça a généré en fait un gain économique pour le tisseur d'environ 9% de son chiffre d'affaires. Donc, ce qui est quand même énorme en réduction des charges fixes. On passe à la slide suivante, peut-être. Merci. Au-delà en fait du gain énergétique brut directement lié donc à l'humidification, l'autre avantage en fait d'humidifier directement au niveau des métiers, c'est qu'on peut apporter une humidité différenciée en fonction des matériaux qui sont tissés. Par exemple, on sait que pour tisser du PET ou de la soie ou du coton, l'humidité nécessaire à la fibre n'est pas du tout la même. Et donc, avoir l'humidificateur directement lié au métier permet d'apporter la bonne humidité en fonction du produit. Et tout ça, ça a permis de générer donc un gain de 30% sur la fin, de réduction de 30% de la casse sur les métiers. Donc ça, c'est quand même énorme. Et donc, cette réduction de la casse permet d'augmenter également la qualité du produit et donc, quelque part, d'augmenter en fait les mètres facturés en réduisant les déchets directement au niveau de la fabrication. Donc, l'ensemble de ces paramètres fait qu'on augmente effectivement la productivité de chacun des métiers et donc des ateliers et que au niveau de la valorisation des produits, on a un gain de compétitivité au niveau du secteur. Et l'intérêt pour les tisseurs français, c'est que les technologies qu'on développe là, pour l'instant, est réservée au marché français. Et donc, du coup, uniquement les tisseurs français pourront bénéficier des développements qu'on a fait donc, dans le cadre du projet EFUI avec l'Université de Lyon, l'Université de Strasbourg et les tisseurs, donc 3 tisseurs qui font partie du programme. Voilà pour moi. Ok. Merci Fabien. Est-ce que du coup, j'avais une question. Donc, en quoi l'humidification, qu'est-ce que c'est déjà? Après, comment ça fonctionne? Et puis, du coup, je ne connais pas tout. Et en quoi cela contribue à la fabrication d'un vêtement? Ok. Alors l'humidification, donc déjà, effectivement, comment nous on la génère? Il y a plusieurs types d'humidificateurs sur le marché. Nous, on a une technologie par ultrasons qui permet en fait de générer un brouillard extrêmement fin, des gouttes qui font 2 microns. Et ces gouttes font que elles sont tellement fines qu'elles vont s'évaporer très vite et on ne va pas du tout mouiller. Donc ça, c'est hyper important donc, au niveau des métiers. C'est-à-dire qu'on va réussir à maintenir une humidité qui peut aller jusqu'à 95% d'humidité sans du tout mouiller les fibres. Et donc, quand on a du coton en collé, par exemple, c'est important. D'accord. Alors, pourquoi c'est très important d'humidifier donc les fibres? Eh bien, effectivement, quand on a des fils de coton, par exemple, l'humidité permet de mieux avoir une meilleure cohésion des fibres et donc de faire que quand ça va être tissé, les fils de coton ne cassent pas. Et donc, du coup, on va réduire la casse au niveau des métiers. D'accord, ok. Est-ce que du coup, cette technologie est réservée aux tisseurs français pour l'instant ou... Tout à fait. Donc, ça faisait partie donc, du plan qu'on avait défini donc, avec les tisseurs. C'est qu'effectivement, on n'avait pas de... la technologie qui était développée n'était pas que pour les 3 tisseurs qui font partie du groupement, mais par contre, on réservait en fait uniquement le marché français pour la diffusion de la technologie. Okay. Et donc ça, c'était vraiment dans l'idée du départ de M. Boel et de LTC, mais aussi des autres, de pouvoir donner un coup d'avance à la fabrication française par rapport au reste du monde, quoi. Ok, très bien. Donc, on a vu effectivement, merci Fabien. On reviendra peut-être sur toi à la fin sur la session des questions de réponse que nos participants, toi
70 participants, bravo, peuvent poser dans la partie de chat sur le côté, qui sera remontée aussi à la fin, mais n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. Donc, du coup, ça me permet de faire la transition. Déjà, merci Fabien, c'est pas facile de lancer le webinaire avec votre solution. Si nous remontons plus loin dans la filière, eh bien justement, nous allons passer aux fabricants de vêtements. Et avec l'exemple ici de Picture Organics, une entreprise de textile engagée qui place les aspects environnementaux et sociaux comme primordiaux dans son activité. Florian Paluel, bonjour. Vous êtes Sustainability Manager et bien du coup, on voudrait savoir comment fonctionne votre entreprise et puis aussi quels sont vos engagements dans cette action au fil de l'économie circulaire. Yes, bonjour à tous, merci de m'avoir invité. J'espère que vous m'entendez bien. On vous entend bien. Allez, super. Cette petite slide passe en revue à peu près toutes nos activités et là où se trouve notre engagement. Donc, par exemple, en haut à gauche, voilà, on a les 3 fondateurs de l'entreprise. On se rend compte qu'on est dans le milieu du ski et du snowboard. Nous, notre cœur de métier, c'est de fabriquer des vestes et des pantalons de ski en polyester recyclé, donc recyclé issu de bouteilles plastiques, avec un fort engagement au niveau social avec les usines aussi, comme on peut le voir avec la dame qui tient le petit poster. Depuis toujours, on est dans une démarche de produits durables et de produits qu'on peut réparer, mais ça, je vais en parler juste après. Donc, historiquement, effectivement, il y a un engagement au niveau des matières premières, coton bio, polyester recyclé. Maintenant, on va travailler du biopolyester. Et depuis, je dirais 1 an, 2 ans, donc on a une vision beaucoup plus large de notre engagement d'entreprise. La certification B Corp est venue un peu mettre ça en avant, tout en nous montrant aussi des axes d'amélioration et des axes de travail. Et du coup, là, on va beaucoup plus mettre l'accent sur une partie énergétique chez nous, de réduction de notre empreinte, de réduction de nos émissions. Et en fait, ce qui est intéressant dans une transition énergétique, même à l'échelle du monde, qui est majeure, qui est hyper importante de sortir des énergies fossiles, c'est qu'elle ne peut pas se faire, cette transition, si à côté de ça, on ne réduit pas le besoin énergétique. Ça, c'est très important. Et ça, c'est ce qu'on appelle une forme de sobriété. Et en fait, ça va être la slide juste après. La sobriété, elle marche dans tous les cas de figure pour plein d'acteurs différents. Elle marche à l'échelle d'une entreprise et elle marche à l'échelle individuelle. Et à l'échelle individuelle, ce tableau, selon moi, est excellent pour montrer qu'est-ce que ça veut dire la sobriété à l'échelle individuelle, comment on réduit nos émissions, mais en même temps, comment on réduit le besoin énergétique dans certains cas. Et en fait, on remarque, donc déjà à titre perso, je pense qu'il peut intéresser tout le monde. Et après, on remarque en 5e position, moins de vêtements neufs. Donc, moins de vêtements neufs, c'est une manière de réduire ses émissions et de réduire aussi son besoin énergétique. Parce que c'est assez simple à comprendre, si on consomme moins, il y aura moins besoin de produire un vêtement, donc à la fois on réduit les émissions et à la fois on réduit le besoin énergétique en toutes sortes. Donc ça va vous paraître presque un peu contradictoire que je dise ça par rapport à une marque qui est censée faire des produits neufs, qui est censée les mettre sur le marché, mais avec un engagement qui est le nôtre depuis 10 ans, je juge, et c'est mon métier qui me pousse aussi vers cette direction et mes convictions personnelles, je juge que la marque a une responsabilité pour mettre en œuvre des choses qui font que les individus puissent acheter moins de vêtements neufs et aller dans la bonne direction. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'on a mis en place depuis un certain temps, autant au niveau éco-conception avec des produits qui durent. Après, effectivement, quand on se situe sur le genre de produits qu'on fait techniques, mécaniquement, c'est des produits qui sont quand même assez costauds, c'est du polyester, il y a un traitement des perlenqués par-dessus, il y a une membrane hyper-respirante. Donc, on est sur des produits conçus pour durer parce que de toute façon, l'usage fait qu'on les mène un peu on les mène à rude épreuve. Et ensuite, donc ça, c'est la partie qui nous concerne d'éco-conception. Et après, il y a vraiment la partie surtout et aussi de durabilité dans l'usage. Et là, en fait, depuis toujours, on travaille avec Fabrice de Greenwolf qui va intervenir après sur de la réparation. Comment on fait en sorte que le produit soit plus durable une fois qu'il est un peu abîmé et tout. Et là, en fait, ce qu'on lance à l'automne, en ce moment, c'est une garantie de durabilité à vie, une garantie de réparabilité à vie
qui fait que dès qu'il y a un petit problème sur une veste de chez nous, qu'elle soit de cette collection ou qu'elle soit d'une collection antérieure, Greenwolf, donc Fabrice de Greenwolf s'en occupe et la veste repart pour un cycle. Et ça, c'est dans une pure démarche de dire aux gens, ben, tant que votre produit est rideable et utilisable, utilisez-le et vous achèterez quelque chose de neuf ou de seconde main plus tard. Donc, c'est notre manière à nous de prendre la mesure de ce graphique-là. Et là, le deuxième sujet sur lequel on travaille et qui devrait voir le jour, je dirais, au printemps prochain, c'est la seconde main. Donc, avoir une plateforme sur notre site très facile de seconde main où finalement les gens peuvent entre guillemets, troquer leur vieux produit picture contre un autre produit de seconde main ou contre du neuf et alimenter comme ça cette plateforme. Donc ça devrait voir le jour à l'automne, au printemps prochain. Et enfin, dans une démarche toujours de réduction du besoin et dans une démarche de plus d'économie circulaire, effectivement, sur les genres de produits qu'on travaille, des PET, des textiles PET qui sont assez complexes parce qu'il y a des membranes, parce qu'il y a plein de choses, il y a du détergent et tout. Jusqu'à présent, on n'a jamais été en mesure de recycler une veste de ski pour en refaire une. Ce qui est rigolo, c'est qu'en 2013, on avait créé une veste qui s'appelait la Welcome Jacket, qui était 100% polyester recyclé, donc monomatière. Donc, chimiquement, le PET, qu'il soit textile ou qu'il soit plastique, enfin, le textile et PET est un plastique, mais bref, chimiquement, c'est pareil. Sauf qu'à l'époque, en 2013, et encore aujourd'hui, c'est limite, on ne pouvait pas le recycler et mettre une veste de ski dans une poubelle jaune. Ça n'existait pas et ça n'existe pas. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec deux acteurs, donc les Japonais de G-Plan et les Français de Carbios, il y a des choses qui commencent à bouger au niveau de la dépolymérisation du PET, qu'il soit textile ou qu'il soit une bouteille plastique. Et donc on espère mener dans un temps proche les premiers tests pour finalement vraiment boucler la boucle et du coup sortir d'une filière polyester qui est soit issue du pétrole conventionnel, soit issue de la bouteille plastique qui elle-même est un dérivé du pétrole, de plus en plus issue du biopolyester où on arrive à sourcer une partie de la canne à sucre pour en faire du monoéthylène de glycol qui est un composant du polyester. Mais dans tous les cas, on est dans des démarches où il faut puiser quelque chose du pétrole, recycler des bouteilles qui sont elles-mêmes issues du pétrole ou puiser potentiellement un peu de canne à sucre. Et on n'est pas dans une démarche d'économie circulaire où finalement le produit qui a servi, il resserre à quelque chose d'autre. Donc nous, c'est vraiment un gros cheval de bataille. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour du coup. D'accord. Ok, merci Florian. Donc effectivement, du coup, la durabilité dans l'usage est aussi au cœur de la réflexion. Est-ce que les vêtements, alors j'ai des questions techniques qui viendront peut-être un peu plus à la fin de l'intervention, mais là-dessus, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus comment vous avez fait et comment vous avez progressé dans cette durabilité justement dans l'usage? Parce que c'est pas venu tout de suite cette démarche à tendre vers l'économie circulaire. Au début, vous avez dû faire voilà peut-être des concessions ou à trouver des usages nouveaux. Comment vous avez avancé dans l'entreprise pour cette mise en place de durabilité et d'éco-circularité? Le choix des matières responsables, du coton biologique ou du polyester recyclé, ça on le fait depuis le tout début. Même en 2008, où personne ne le faisait, où on parlait beaucoup moins d'économie circulaire, de changement climatique, on avait décidé de le faire. On savait que ça nous coûtait plus cher. Donc ça veut dire que tu marches un petit peu moins, mais c'est pas grave. Le business model est comme ça et il fonctionne très bien. Sur le pur point de vue de la durabilité des produits et de l'éco-conception de ce point de vue-là, c'était surtout après des tests. C'était surtout après des tests avec nos athlètes. Parce qu'en fait, nous, on sponsorise des skieurs, on sponsorise des snowboarders qui n'ont pas une pratique, on va dire, normale. C'est des mecs qui défoncent une veste en un mois parce qu'ils sont hyper exigeants avec et qui sont tous les jours dehors. Et donc, avoir des retours de mecs aussi exigeants avec le produit a fait qu'on a pu améliorer les nôtres
pour des usages qui sont beaucoup plus grand public. Donc, on a eu comme ça ces allers-retours avec les riders, avec les athlètes, et ça nous a permis d'améliorer le produit. Et après, c'est vrai qu'après 10 ans de marque, on a l'expérience par rapport à ça. Donc, dans notre collection, effectivement, on a des produits entrée de gamme qui ne sont pas les plus durables, mais qui sont pour des usages qui sont relativement classiques. Donc, a priori, la personne ne va pas exploser la veste en un an. Et par contre, on a d'autres produits d'autres produits où on sait que là, c'est destiné à un usage un peu plus costaud. Et donc, en amont, on sait quoi faire pour augmenter la durabilité. Ça passe par des tests à l'abrasion, ça passe par nous, historiquement, on est plutôt orienté snowboard, et en fait, il y a une espèce de guéguerre entre le ski et le snow au niveau des renforts, au niveau des chevilles, parce que les snowboarders disent qu'avoir des renforts au niveau des chevilles, c'est contre les coups de quart, et les coups de quart, c'est un truc de skieur. Donc, il y avait un peu comme ça cette mini-guerre au début, et finalement, vu que nos pantalons sont à la fois destinés pour du ski et du snow, on s'est dit les protège-chevilles renforcés, on les met partout, on s'en fout finalement que ce soit pour du snow, pour du ski. Donc, comme ça, on a pu évoluer, gagner un peu en maturité, tout en ayant cette capacité à réparer, que le produit soit garanti ou pas avec Greenwolf. Ok, merci. On reviendra sur le projet JetPlan à la fin. Juste une question avant de passer la parole, qui peut intéresser certains de nos intervenants. Vous êtes un petit peu aussi une entreprise, on va dire, modèle qui réussit bien, mais la question, c'est est-ce que c'est facile d'accéder au financement et de convaincre les créanciers avec un tel projet d'économie circulaire? Quels ont été les leviers justement pour convaincre et pour aussi être accompagné à la fois au niveau technologique, mais aussi peut-être structurel? Moi, je suis pas créateur de l'entreprise, donc par exemple en 2008, je n'étais pas là quand il a fallu créer les business models, aller voir les banquiers, aller voir les usines. Mais en fait, de ce que j'ai compris au fil du temps, c'est que les business models conventionnels qu'on connaît, que les banques connaissent, sont largement modifiables. Et finalement, arriver avec quelque chose où on paye la matière première plus cher, dire qu'on fera un peu moins de marge, donc un peu moins de marketing, c'est quelque chose qui marche aussi. C'est pas conventionnel, mais ça marche aussi. Donc, ne pas être suivi à cause de ça, moi, ça me paraît être un peu des pratiques à l'ancienne, on va dire. Donc, finalement, c'est comme ça que la marque s'est créée. Et effectivement, après, il a fallu montrer des très, très bons taux de sortie. Et ça, d'ailleurs, c'est un truc que j'ai pas trop dit dans la manière de gérer la fin de vie. C'est que finalement, on a très peu de produits à gérer en fin de vie, comme des déchets, parce que on a toujours été gestionnaire en bon père de famille, on peut dire, avec une tendance à sous-produire et avoir effectivement des manques à gagner parfois. Mais on considère qu'il vaut mieux ça plutôt que de plus savoir quoi faire de produits, d'aller les brader, d'aller faire des ventes privées, d'aller faire des machins. Donc, on a toujours eu cette vision un peu sobre dans la production qui fait qu'à la fin, on produit plus ou moins assez juste. Ok, merci beaucoup pour cet éclairage. Justement, je profite du fait que vous avez parlé de fin de vie, Florian, parce que du coup, on va augmenter justement la vie du textile, la vie de l'habillement, avec l'entreprise de Fabrice Perrault de Fontenay, qui est l'entreprise Greenwolf. Donc, du coup, Greenwolf, c'est quoi? C'est le leader français, je crois, de la réparation pour les marques textiles, et dont le but est de donner une seconde vie justement au textile outdoor. Fabrice, vous êtes directeur de l'entreprise et justement, vous travaillez avec des grandes marques comme Picture. Comment vous y prenez-vous justement pour prendre ce secteur de l'allongement de la durée de vie? À l'origine, en fait, le projet, il est quand même né, on va dire, de l'industrie textile outdoor. Donc, c'est via le cluster qui s'appelle Outdoor Sports Valley. OSV. Ouais. Qui, en fait, a senti, enfin, avait des demandes de la part de ses adhérents sur l'aspect réparabilité et la difficulté qu'avaient les marques, en fait, à l'époque. Donc là, on parle d'un projet qui remonte à 2014. Les volumes n'étaient pas suffisants pour qu'elles aient en interne ou qu'elles aient leur propre centre de réparation. Donc, l'objectif était de se dire, créons quelque chose de mutualisé, un centre de réparation mutualisé, intermarque, spécialisé dans l'outdoor,
Alors, pour plusieurs raisons, spécialisé dans l'odeur, parce que c'est, Florian l'a très bien expliqué, hein, ce sont des matières qui sont particulières, ce sont des montages qui sont aussi particuliers. Donc, il y a un savoir-faire qui est autre que de la pure couture quand on fera un ourlet sur un jean ou quoi que ce soit. Donc, il faut du personnel qualifié. Et justement, ces volumes qui étaient encore assez faibles sur la réparabilité de ces textiles. Donc voilà, donc c'est né de là. Il y a eu un appel à projet qui a été lancé par OSV. Et puis, bon, voilà, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais au final, donc, on va dire que c'est Greenwolf qui a remporté l'appel à projet et qui a donc développé avec le soutien d'OSV et d'un comité de pilotage qui comprenait différentes marques de l'outdoor, ce centre de réparation. Donc, le but, il est clair, hein, c'est-à-dire qu'une marque, au démarrage, sur ça, là, on parle surtout de la garantie. Donc, une garantie, c'est minimum 2 ans sur du textile, enfin, comme toutes les garanties hein, maintenant. Et on a pu le voir que certaines marques poussent bien plus loin la garantie, Patagonia, Picture, sur la garantie à vie. Et donc, sur cette période de garantie, l'objectif, c'est d'arrêter de faire de l'échange. Et de l'échange qui impliquait donc du déchet, parce que tous les produits qui étaient repris en échange étaient en fait jetés. Hein. Et de dire maintenant, vous avez eu un souci pendant la période de garantie sur votre produit, nous allons le réparer et il sera avec les mêmes caractéristiques techniques que le produit que vous aviez avant. Voilà, ça c'est le point principal. Alors pour les marques, c'est intéressant aussi parce qu'elles font des économies. La réparation est souvent bien moins chère que faire un échange et donc la production d'une nouvelle veste. Hein. Donc c'est ce qui fait aussi que ça marche. Et puis donc nous 95% de notre chiffre d'affaires il est fait par les marques en garantie, mais on a dû s'élargir aussi aux particuliers parce qu'en fait c'est là on sent aussi l'évolution hein, des modes de vie. Les gens, alors c'est sûr, hein, quand on achète une veste à 600 €, ou voilà, c'est des vêtements qu'on a envie aussi de garder plus longtemps que 2 ans. Donc les particuliers sont intéressés maintenant pour faire réparer, ça se sait, on sait qu'on peut réparer ces genres de vêtements techniques. Je parle aussi des sacs à dos, hein, ça peut être les doudounes, les tentes, les sacs de couchage, c'est tous les produits textiles de l'outdoor. Hein. Et donc on a une forte demande maintenant hors garantie. Des particuliers, voilà. Donc, c'est les marques aussi qui jouent le jeu. Hein. Elles ont leurs clients, elles disent ah non, là, c'est plus prêt en garantie. L'objectif, c'est qu'elles ne laissent pas leurs clients comme ça sans solution, c'est qu'elles leur disent bah voilà, vous avez la possibilité de le faire réparer. Voilà, donc ça, c'est l'aspect réparabilité chez Greenwolf. On travaille beaucoup avec les marques pour les faire évoluer aussi. Quand on a commencé en 2015 avec Picture, voilà, on n'était pas très bien fourni en pièces détachées, on faisait des petites réparations. C'est vrai que maintenant, on est beaucoup mieux organisé ensemble et on arrive à quasiment tout réparer, quoi. Donc ça, c'est aussi la grande évolution qu'il y a eu depuis la création du centre de réparation, c'est que de petites et d'une gamme de réparation assez restreinte, maintenant, on arrive quasiment à tout réparer. Et c'est un vrai effort de partenariat qu'il faut faire avec les marques. Parce que, en gros, si les marques ne jouent pas le jeu avec nous sur l'évolution de leurs produits, on sera incapable, nous aussi, derrière, à un moment donné, de réparer. Parce que les produits… On travaille plus en amont avec eux, alors du coup, le plus en amont possible dès la conception, finalement, dès le design. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, sur les matières qu'elles vont utiliser, sur les montages qu'elles vont effectuer, sur les nouvelles pièces, les trims qu'elles vont utiliser, etc. Alors ça, je parle de ça, c'est aussi c'est ce qui évolue. Hein. On n'est pas encore à la pointe de ça. On fait bouger les choses avec les marques et il est plus facile de les faire bouger avec des marques qui ont en interne, c'est-à-dire, donc, on travaille avec des marques qui sont internationales et je vais prendre un exemple, Patagonia, Norona, etc. Elles ont déjà des centres de réparation au niveau de leur siège et c'est grâce à ça qu'on essaie de leur faire comprendre qu'il faut qu'on aille visiter leur centre de réparation, il faut qu'elles nous mettent au courant de ce qu'elles font là-bas pour que nous, on puisse aussi nous améliorer, voilà, ce qu'on fait sur leurs produits. Et ça, elles sont partie prenante de ça et elles ont vraiment envie qu'on aille dans ce sens-là. Donc, c'est qu'elles ont compris, quoi. Elles ont compris ce qu'il fallait faire. Donc, voilà, ça, c'est un peu aussi certaines évolutions qu'on veut mettre en place.
Et puis les marques, là, on a parlé de ski, de snowboard, etc. Mais en fait, les marques de l'outdoor, c'est aussi le cheval, c'est aussi même maillot de bain, etc. Bah, plutôt sur des marques haut de gamme, bien sûr. Et on commence aussi à travailler un peu avec Decathlon, voilà. Okay. Et comment ça marche en fait? Du coup, vous avez un stock, ils vous stockent, ils vous gardent les vêtements garantis, ils vous les expédient, vous les. On essaie le circuit, on essaie de le rendre le plus simple possible. Alors bien sûr, on a des modes de fonctionnement qui sont différents selon les marques et selon qu'elles veulent faire. Mais en gros, c'est le client quand il a un problème et il va contacter d'abord son magasin. Le magasin va se mettre en relation avec la marque va décider si c'est pris en garantie ou pas. Si c'est pris en garantie, elle enverra un bon qui va être créé sur notre interface, un bon de réparation. Le client va insérer dans son colis. Le colis nous vient directement et on renvoie directement au magasin. Voilà, c'est le cycle court. Et après, il y a simplement certaines marques qui nous délèguent encore plus de missions, notamment l'aspect du savoir si c'est pris ou pas en garantie. Et c'est là où justement, c'est avec ces marques-là où on veut travailler, parce que c'est là où on reçoit tous les produits, même ceux qui ne seront pas réparables ou qui auront été réparés, mais qui ne peuvent pas être… quand vous avez acheté une veste 600 € par exemple, et que la réparation va quand même se voir, on a encore du mal parfois à le faire passer au client. Donc là, on va faire un échange. Et cette veste-là, on aimerait pouvoir, et Florian en a parlé, la mettre en seconde main. Donc maintenant, on est en train de travailler avec les marques pour qu'elles nous donnent leur accord pour qu'on puisse revendre, voilà, avec un montage voilà, qui sera bien sûr monté avec la marque, de façon à ce que en ce moment on stocke, nous, voilà, pour clairement dire, on a certaines marques pour qui on stocke parce qu'on fait, voilà, on n'a pas voulu jeter ces produits, donc on les stocke et on monte le projet en parallèle pour voilà, arriver à écouler cette matière en seconde main. Et puis après, il y a le dernier point, c'est quand on peut plus réparer. Et quand on peut plus réparer des laminations, choses comme ça, c'est vrai effectivement que nous, on est un peu dans l'impasse. Hein, et c'est là où on cherche justement des solutions. Alors, on n'a pas des volumes énormes non plus, hein, mais c'est sûr qu'on va rechercher des solutions plutôt que de mettre ça dans la benne d'ordures ménagères classique. Bien sûr. Merci beaucoup pour ces explications et peut-être de nous avoir fait découvrir aussi un nouveau service dans la filière. Pour justement continuer notre exploration des solutions dans la filière, on a vu effectivement que vous avez une diffusion en amont et puis en aval de la filière. Sur le sujet des textiles en fin de vie, en 2015, 4 acteurs de la collecte et du tri de la valorisation des textiles usagés se sont regroupés pour former Synergie TLC. Clara, bonjour. Vous êtes responsable de projet textile recyclage et bien du coup, vous allez nous expliquer justement le devenir des TLC usagés après les tris, en expliquant votre activité, mais aussi avec un schéma qui englobe l'intégralité des possibilités de la fin de vie. Donc voilà, à vous Clara. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je travaille pour la société qui s'appelle Synergie TLC. Synergie a été créée, comme ça a été dit, en 2015 par des acteurs du tri. Donc on voit sur le petit schéma là qui est fourni par l'éco-organisme Éco-TLC. Donc dans le métier de trieur, l'idée c'est d'aller collecter les vêtements usagés qu'on va pouvoir déposer dans les bacs de collecte qu'on trouve dans les rues et de les trier pour les valoriser. Donc Denis l'a dit en introduction, environ 50% de ce gisement est envoyé au réemploi. Il y a 10% qu'on appelle la crème qui reste sur le territoire français. Le reste va partir dans des pays étrangers, en majorité en Afrique. Donc voilà, c'est un gisement qui a trouvé sa voie de valorisation, mais malheureusement, il reste encore 50% pour lesquels des améliorations sont vraiment nécessaires. Donc ces 50%-là, ça va être des vêtements qui sont troués, qui sont vraiment plus du tout utilisables et pour lesquels on va aller chercher une valorisation au travers du recyclage. Des solutions de recyclage en France, il y en a beaucoup qui sont en train d'émerger, mais des solutions industrielles, il en reste pour le moment peu. Donc le recyclage aujourd'hui est fait en grande partie à l'étranger. Donc c'est des gisements qui sont envoyés à l'étranger pour traitement, ce qui pose différentes problématiques. D'une part, la problématique du transport.
qui n'est pas l'impact majeur dans le recyclage, mais qui quand même a son importance. Et d'autre part, ça pose aussi la problématique de traçabilité, puisqu'aujourd'hui, on n'est pas forcément en mesure d'aller auditer toutes les filières de recyclage à l'autre bout du monde pour savoir ce que deviennent exactement les gisements. Et c'est quelque chose qu'on constate aujourd'hui, qui revient de plus en plus, la volonté des acteurs de savoir ce que deviennent leurs gisements. Donc, on a parlé des textiles ménagers, mais il n'y a pas que ça. Dans les textiles à valoriser, il y aura aussi les vêtements professionnels, par exemple, tous les grands comptes, je sais pas moi, EDF, la SNCF, même les ministères, l'armée et ainsi de suite vont avoir besoin de valoriser tous les vêtements professionnels. Donc, c'est des filières aussi qui sont à mettre en place. Donc, on a participé à notamment un projet qui s'appelle FreeVep sur le sujet. Et il y a d'autres gisements, comme les chutes de production chez les industriels textiles aussi. Voilà, ça fait vraiment sens de se poser la question de comment valoriser tous ces textiles qui aujourd'hui n'ont pas de solution de revalorisation. Donc c'est là-dessus, sur cette base-là qu'a été créée Synergie TLC pour avancer sur la problématique de recyclage. Donc on reste dans le cœur de métier des fondateurs, c'est-à-dire le tri. Mais la question est de se dire comment est-ce que les 50% qui partent à l'étranger pour le recyclage peuvent rester sur le territoire français et être préparés pour les recycleurs sur le territoire. Donc, ça signifie qu'on va aller, donc si on regarde le petit schéma qui est là, capter les différents gisements textiles, donc les 50% issus des textiles ménagers qui vont aller au recyclage, les vêtements professionnels, les chutes de production et d'autres, potentiellement ça peut être des draps d'hôtellerie, ça peut être, il y a plein d'autres choses qui peuvent rentrer dedans à terme, et on va venir les trier et les préparer pour le recyclage. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans les solutions de recyclage, on le verra tout à l'heure avec le schéma, la plupart des acteurs qui ont développé une technologie, c'est une technologie qui est focalisée sur une matière. Florian en a parlé tout à l'heure, par exemple avec Geplan ou Carbios qui se sont focalisés sur le polyester. Il y a d'autres solutions sur d'autres matières, mais en général, les recycleurs ont un cahier des charges très précis. Il leur faut une matière dans une proportion donnée, par exemple 80% de polyester avec une tolérance de 20% d'autres matières. D'autres auront besoin d'une matière 100% coton, par exemple, ou ce genre de choses. Il va y avoir des contraintes de couleur aussi. On essaye un maximum au travers du recyclage d'éviter la reteinte. Donc, il y a des solutions en Espagne, notamment pour refaire du fil, où ils se servent d'un panel de couleurs différents et qualifiés pour refaire un fil qui n'aura pas besoin d'être reteint. Donc, la notion de tri par couleur est aussi importante. Et puis, il y a toute une notion aussi, quand on parle d'un vêtement, quel qu'il soit, de ce qu'on appelle le délissage, donc le démantèlement, le retrait des points durs, donc des boutons, des fermetures éclairs, potentiellement des étiquettes et de ce genre de choses qui vont venir perturber le recyclage. Pour prendre un exemple qui est assez parlant, l'une des solutions de recyclage va être l'effilochage, qui va permettre d'aller potentiellement pour faire de l'isolant ou ce genre de choses. Pour faire de l'effilochage, on va faire passer les textiles dans des gros rouleaux métalliques. Pour peu qu'il reste une pièce métallique dedans, ça peut provoquer des étincelles et ça peut mettre le feu à l'effilocheuse. Donc c'est vraiment un point très important et c'est un des points complexes parce que pour la peine retirer les coutures et les zips et ainsi de suite sur un vêtement, ça peut prendre vite du temps. Donc, cette démarche de tri et de délissage, aujourd'hui, il n'y a pas d'outil industriel en France qui le propose et c'est le projet qui est porté par Synergie TLC de pouvoir utiliser des choix. On va rester sur le slide d'avant. Tu peux revenir au slide d'avant, Denis, s'il te plaît? Donc, on va aller, du coup, j'ai perdu le fil. On va essayer de retirer toutes ces parties, de préparer la matière le plus conformément possible. Et pour ça, on va se baser soit sur des équipements déjà existants dans le textile, soit sur des équipements qui sont utilisés pour des emballages, par exemple, et de voir comment est-ce que cet équipement peut être adapté au textile. Vous m'entendez toujours? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est bon, pardon. J'avais un petit souci. Ça a été coupé du coup ou pas? Non. On va dire que tout va bien, pardon. Il y avait un message bizarre sur mon site. Donc du coup, voilà, nous, on va se positionner, tester tous ces différents équipements, voir ceux qui sont les plus performants, travailler avec les fournisseurs de machines pour pouvoir les améliorer et offrir cette solution de tri automatisé vers le recyclage pour répondre au mieux aux différents cahiers des charges des différents recycleurs.
Donc, si on regarde à ce schéma donc, qui a été fait par l'éco-organisme Eco-TLC à l'époque et ReFashion maintenant, on peut constater que, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais il y a une diversité de solutions assez grande. Donc, si on regarde au milieu, la distinction est faite par les différentes matières. Et en fonction des matières, différentes solutions vont être possibles. Si on regarde des matières synthétiques, par exemple, on va avoir tendance à aller vers une revalorisation thermique ou vraiment chimique. On en a parlé tout à l'heure avec Geplan, avec Carbios, et puis Mapea en parlera plus en détail par la suite. Les matières naturelles, on va peut-être avoir plus tendance à aller vers les filochages dont je parlais tout à l'heure, donc un recyclage plus mécanique. Et puis après, il y aura différentes teintes dans les solutions qui vont être développées. Effectivement, soit du recyclage pur et dur, on va repasser par de la matière première, soit du réemploi, de l'upcycling ou des solutions amont, comme on les a vues avant, de réparation, ce genre de choses. Donc là, dans ce qu'on voit et ce qu'on voulait illustrer avec ce schéma, c'est que c'est très, très varié. Les matières textiles, elles sont elles-mêmes très variées. Elles sont beaucoup basées sur des mélanges, ce qui pose aussi des problématiques d'identification et comment est-ce qu'on arrive à assurer un pourcentage exact de matière qu'on va pouvoir fournir. Donc, il y a beaucoup d'enjeux technologiques à lever. C'est pour ça qu'on est, nous, impliqués dans plusieurs projets de recherche collaborative. Donc, un projet qui s'appelle Utile, qui a été financé justement par l'éco-organisme ReFashion. Un projet qui s'appelle Rewind, où on travaille notamment avec Decathlon, et d'autres acteurs sur l'idée de refaire des pantalons sur leur gamme chasse à base de coton recyclé. Et puis, on est en train de travailler sur un projet aujourd'hui de valorisation des vêtements professionnels et des chutes de production, notamment avec Mapea qui prendra la parole tout à l'heure. Ok, voilà. Super. Merci beaucoup, Clara, pour ce point synthétique. Bien sûr, donc là, ce schéma-là est à disposition de tous nos participants. Et tes contacts aussi après pour continuer justement à expliquer et à voir tout l'univers en fait qui est proposé dans cette gestion de la fin de vie. On va continuer notre exploration sur des sujets et ici on va prendre une illustration avec l'offre de la société Paquet. Bien ici on a Benoît Savinel qui est le fondateur de la société, eh bien, s'appuie sur un tissu 100% recyclé. Cela suit le mouvement du furoshiki. Est-ce que j'ai bien prononcé, Benoît? Oui, bonjour à tous. Effectivement, c'est bien prononcé, la technique du furoshiki. Donc, je suis effectivement le cofondateur de Paquet. Nous, on est une jeune entreprise et une jeune marque fondée en 2019 avec l'objectif effectivement de pouvoir démocratiser le furoshiki en France dans le but de proposer une alternative au papier cadeau jetable qui représente en France 20 000 tonnes de papier cadeau jeté chaque année et l'équivalent de 360 000 arbres coupés pour fabriquer les papiers cadeaux. Donc, nous, l'idée, effectivement, c'est de pouvoir démocratiser cette technique. Hein. Donc, la technique du furoshiki, pour en dire deux mots, c'est une technique millénaire qui vient du Japon et qui consiste effectivement, à l'aide de carrés de tissu, de pouvoir fabriquer des emballages qui sont réutilisables. Très bien. Pour l'histoire, les Japonais, via le furoshiki, c'est un peu pionnier sur l'art de l'upcycling, effectivement, parce qu'à la base, les Japonais découpaient leurs anciens kimonos pour en fabriquer effectivement des furoshiki. Donc nous, on a voulu donc pousser le furoshiki en France et essayer effectivement de proposer une marque et des produits qui soient les plus éco-responsables possibles. Donc, on s'appuie sur deux piliers hein, pour cela. Effectivement, on a une base de tissu qui est 100% recyclée sur nos carrés de tissu Paquet. Donc, 100% recyclé avec un assemblage polyester recyclé, issu effectivement de la norme GRS Global Recycling Standard, qui prouve que ce sont bien des bouteilles plastiques qui ont été utilisées pour revaloriser la filature, et un assemblage qui vient également du coton recyclé avec des chutes de coton pré-consommation qui sont utilisées effectivement pour refaire de la filature. Donc ça, c'est le premier point. Justement, donc pour deux choses. Hein. La première, c'est rendre effectivement le furoshiki dans l'ère de l'économie circulaire avec le tissu recyclé. Et également, on s'est rendu compte et on sait que 30% de l'empreinte carbone du textile vient de la matière première.
en passant effectivement sur du tissu recyclé, on arrive à économiser 25% notamment de l'empreinte environnementale liée à nos tissus. Et le deuxième pilier, effectivement, c'est évidemment un 100% made in France sur la fabrication des paquets, avec un tissage, impression et confection réalisé en France. Donc le tissage est réalisé notamment par les tissages de Charlieu, qui nous accompagnent depuis le début, avec un objectif, encore une fois, d'être le plus propre possible sur la fabrication des produits, notamment sur l'empreinte carbone. On arrive à économiser 20 tonnes de CO2 chaque 10 000 paquets fabriqués avec une fabrication effectivement 100% made in France. Et un volet économique également, on arrive à relocaliser 36 jours d'équivalent temps plein dans la filière en France, dans la filière textile, pour chaque 10 000 paquets produits en France. Ok, donc voilà, intéressant. Merci pour ces statistiques. Effectivement, donc avec ce qu'on veut créer au travers de notre marque, ce qu'on appelle le mouvement paquet, avec bien évidemment l'objectif de ne pas du tout jeter nos emballages qui sont réutilisables. Donc ce qu'on appelle le mouvement paquet repose sur deux axes. Le premier axe, effectivement, c'est de pouvoir réutiliser vos emballages cadeaux qui vous sont offerts en même temps que les cadeaux, soit effectivement en emballage cadeau, en créant une boucle infinie d'emballage cadeau, soit le deuxième palier qui est dans la réutilisation effectivement de votre carré de tissu en un autre objet du quotidien. Donc on a déjà effectivement des clients et consommateurs qui ont pu utiliser nos paquets la première fois en emballage cadeau, la seconde soit en petits sacs avec des techniques de pliage qui nous viennent du Japon, que l'on initie au travers notamment de nos réseaux sociaux, ces techniques de pliage, soit ça peut être en cadre de décoration ou tout objet du quotidien, dans l'objectif, encore une fois, de ne plus jeter l'emballage et de créer une boucle infinie d'emballage. D'accord. Voilà, il me semble aussi en ouverture que vous aviez un projet de revaloriser aussi les chutes de production, c'est ça? Puisque là, vous êtes dans l'utilisation de tissus recyclés, mais qu'il y avait un projet futur. Alors, il y a des projets qui ont été initiés effectivement post-Covid avec des acteurs du luxe, avec l'objectif effectivement de pouvoir mettre en place une collaboration avec cet acteur du luxe afin de pouvoir revaloriser leurs invendus. L'idée est effectivement de pouvoir collecter les invendus et refaire au travers de leurs invendus de la filature pour créer une collaboration avec Paquet afin de refaire des furoshiki en collaboration avec cette marque de luxe qui soit issue effectivement du recyclage des invendus de la marque. Et donc ça, ce sont des projets qu'on peut mener effectivement en fonction des gisements, comme l'a très bien dit Clara de Synergie. Les gisements ont besoin d'être clairement identifiés pour pouvoir mener à ce projet, mais ce sont des projets effectivement que l'on peut mener en fonction des gisements, de l'entreprise et du secteur avec lesquels on peut et on veut collaborer au travers de la marque Paquet. Ok, merci beaucoup Benoît. On va passer aussi, donc ça c'était Paquet, Furoshiki, arigato. On va passer à un autre projet de valorisation des chutes de production textile. Ici, c'est le défilé qu'il y a pendant la Biennale internationale design de Saint-Étienne. Et bien, du coup, cette année, on va avoir un projet donc à travers les journées matière et design, à travers l'outil qui est à disposition des entreprises, qui est la matériothèque. Bien, on va avoir des collaborations avec le lycée de la mode et du textile Adrien Testu dans la Loire, qui va permettre de réactualiser les chutes et de valoriser les créations. C'est aussi un objectif bien de porter justement un regard nouveau sur toutes les chutes que l'on va trouver bien dans l'univers de la filière. C'était un point aussi, une manière aussi d'apporter nous, Cité Design, la thématique qui va arriver en 2021, qui est la bifurcation, choisir l'essentiel, qui va être mis à l'honneur justement pendant les 4 mois de la prochaine Biennale Design de fin avril à fin août 2021. Donc bien sûr, j'invite tous les acteurs à aller voir le teaser des expositions et le sujet
qui est bien en lien avec notre fil de l'économie circulaire. Donc voilà pour la page Bilal. On va passer à autre chose parce que je bifurque, mais du coup nous accueillons aussi à présent Jean-Michel Guivon, excusez-moi. Jean-Michel, est-ce que vous êtes là déjà? Je ne vous vois pas. Mais vous êtes directeur, ouais, bonjour. Vous êtes directeur du développement de la société Mapea. Oui, Et avant bonjour. de vous laisser présenter justement la continuité du schéma que l'on a vu avec Synergie et puis l'activité de vos entreprises, j'aimerais bien que vous m'expliquiez ce que c'est le compoundage parce que je n'ai pas très bien compris. Je crois que moi non plus, parce que, en fait, je suis Jean-Michel Guivon, je suis arrivé dans la société Mapea en juillet 2019 et je viens d'un environnement plutôt industriel projet. D'accord. Mapea est une petite entreprise de 4 personnes qui est un spécialiste reconnu dans le domaine du plastique. Donc on est effectivement un petit peu éloigné du textile et pas tant que ça, comme le disait Florian. C'est-à-dire que quand on prend du polyester textile ou du polyester plastique, c'est globalement la même chose. Ok. Alors effectivement, tu as parlé d'upcycling, c'est très très intéressant, mais l'objectif en fait, c'est quand même d'avoir une filière qui est capable de vraiment recycler les matières dans la filière textile, et qu'aujourd'hui on est vraiment aux prémices. D'accord. La valorisation plastique ou chimique est excessivement intéressante. Sans qu'à un moment donné, il y a des gros acteurs comme Carbios et Geplan qui sont actuellement sur la tentative de récupération du polyester avec des voies soit chimiques, soit enzymatiques pour Carbios. Mais tous ces grands acteurs qui sont dans des stades de recherche actuellement, financés par l'ADEME et avec des ambitions assez fortes, partent de gisements qui sont, il faut qu'ils soient au moins à 90 ou 95% de polyester dans le gisement qu'ils vont traiter pour avoir une rentabilité. D'accord. Donc, va se poser la question dans la filière de toutes les matières qui sont mélangées et dans des proportions assez importantes. On a l'exemple du polycoton, polyester et coton. Et l'ambition de Mapea, qui remonte maintenant à quelques années, était de dire, plutôt que d'essayer de mélanger les matières qui sont intimement liées, essayons de les valoriser sans les démélanger, si j'ose dire. Donc, le compoundage, et je vais enfin à ta question, l'idée, c'est de dire, le compoundage, en fait, c'est un petit peu comme, le compoundage, ça vient de la fabrication des pâtes en Italie, il y a plus d'un siècle. L'idée étant de mélanger des ingrédients, de les chauffer et puis à la fin d'être capable de découper des spaghettis. Donc notre cas, en fait, les ingrédients de base, ça va être soit des plastiques à recycler issus de l'emballage, même si on doit supprimer l'emballage, aujourd'hui ça représente encore 40% du plastique et c'est bien ce plastique-là qui sera à bannir dans nos modes de vie à venir. D'accord. Ce sont des textiles. Je vous ai parlé du coton polyester, on a des mélanges polyamides polyester, on est aussi capable de prendre du polyester. Et en fait, le savoir-faire de Mapea, c'est de prendre ces matières premières, de les préparer, c'est-à-dire que du textile, alors Clara, elle les trie, et c'est important de parler d'une filière complète, et nous, on est capable de les remettre dans une densité et une qualité qui nous permet après de les mélanger avec d'autres plastiques, de rajouter de la chimie à hauteur de 5%, de mettre ça dans une machine qui est une espèce de vis sans fin avec de la chaleur pour arriver à la fin à des petits granulés plastiques qui pourront être utilisés dans l'industrie. Et l'objectif, en fait, pour nous, c'est d'arriver sur une activité qui soit rentable. C'est-à-dire qu'on prend on va dire, je vous ai pris l'image culinaire, mais on peut prendre des fruits et des légumes qui sont en mauvais état, donc qui sont invendables. Avec une bonne recette et un savoir-faire, on est capable d'en faire des plats, de bons plats et à un prix de vente acceptable qui permet de reprendre, de vendre le recyclage dans l'industrie du plastique. Donc nous, ce qu'on propose en fait c'est de pouvoir détourner le textile à recycler
c'est excessivement difficile aujourd'hui d'être dans l'économie circulaire absolue où tout le monde rêverait on part d'un fil polyester, on fait un vêtement et à la fin on refait un fil polyester dans le même vêtement. Et on est obligé d'envisager une solution un peu complémentaire quand j'ai écrit le cradle to cradle n'est pas viable pour des raisons ou économiques ou techniques. Il y a eu des exemples Texiloop, l'entreprise Ferrari qui a fait du recyclage de polyester enduit PVC, qui pendant de nombreuses années a avancé sur ce sujet. L'activité en elle-même n'était pas rentable. Voilà. Et on peut aller au transparent suivant, Denis, s'il te plaît. Voilà. En fait, c'est un peu des exemples de ce qu'on est capable de faire. Alors, je peux affirmer aujourd'hui, et contrairement à ce que j'ai lu dans la presse, c'est qu'on est quand même les précurseurs du recyclage textile dans des matières plastiques. En 2017, suite à un projet EcoCharge qui a été financé par EcoTLC, Cornillo a commercialisé une raquette de tennis de table avec 30% de polycoton issu des chutes d'Armor Luxe. Dans les compétences d'APA, il y a aussi la capacité à travailler sur les fils techniques. On travaillera dans les années à venir sur le recyclage du polyester, notamment sur des projets en commun avec Synergie TLC. Et je voulais prendre l'exemple, donc cette année, on a fait pas mal d'essais, donc on est capable de faire des pièces soit renforcées Régafib, soit réutiliser des polyamides pour faire des plastiques à base de polyamide ou d'autres mélanges sur des mélanges polypropylène, polyester. Et je vais vous illustrer sur ce qui est intéressant dans la filière textile sur le transparent d'après. Un exemple de ce qu'on peut faire. L'objectif, là, l'exemple, c'est Duo Display, qui est un leader dans la conception de stands pour les salons, qui est à la fois un consommateur important de textile, qui fait sa propre impression, et qui monte des stands, enfin qui conçoit, qui fabrique des stands qui montent en France. C'est un bon exemple parce que c'est un exemple où finalement leur activité génère chez eux des chutes de textiles de découpe à la hauteur de 30%, donc sur un polyester de première qualité. Duodisplay est venu nous voir en nous expliquant qu'ils cherchaient des solutions pour recycler ces textiles et Duodisplay utilise aussi des pièces plastiques dans le montage des modules qu'elle conçoit. Donc à partir de là, on travaille avec eux pour essayer de recycler leurs chutes textiles dans leurs pièces plastiques. Donc c'est l'illustration des pièces qui sont on a fait des formulations, on en a fait plusieurs. Notre expertise sur les plastiques nous a permis d'imaginer des formulations qui leur permettraient de résoudre leurs problèmes. Et actuellement, ces pièces sont en cours d'essai de montage chez Duodisplay, ce qui permettra à un moment donné et de recycler ces chutes textiles et d'intégrer des pièces plastiques recyclées dans ces stands. Et au final, pour cet acteur, de pouvoir proposer aussi dans l'économie de la fonctionnalité, de pouvoir recycler les stands qui seront devenus obsolètes pour des raisons côté FMA du stand pour ses futurs clients. Donc on est en fait on est à la recherche pour nous de déboucher sur des marchés plastiques pour pouvoir intégrer ces gisements textiles que nous pouvons développer dans nos matières premières plastiques. Et c'est d'autant plus facile dans certains de domaines, le sport et loisirs entre autres, où on a à la fois des consommations de textiles et de la fabrication de pièces plastiques. Voilà ce que je voulais dire. Ok, merci. Alors, je rallume ma caméra. Hop. Oui, okay, merci Jean-Michel. Juste en conclusion, en fait, je pense que on est dans le développement durable, il n'y a pas de solution unique de recyclage. Mais en fait, l'objectif sera d'agglomérer toutes celles qui existent. Et notamment que ce soit G-Plan ou Carbios à l'avenir sur des gisements 100% polyester, par exemple.
D'accord. Du coup, on avait parlé de ce G-Plan justement avec le projet PET. Vous en avez un petit peu plus d'informations là sur ce projet-là? Vous avez participé ou? Alors, non, nous on participe pas, mais on le suit parce que Hmm. ça fait partie des solutions concurrentes. Donc, je pense il y a des investissements et un pilote industriel qui doit être développé enfin, en région Rhône-Alpes. C'est D'accord. pareil pour Carbios, mais ça fonctionne très très bien au Japon. Mhm. Mais c'est une solution intéressante, mais pour l'instant, la difficulté, c'est le côté économique de la solution. C'est-à-dire qu'elle est achetée par par des grands acteurs parce qu'ils sont prêts à payer un peu plus cher leur polyester, mais ce n'est D'accord. pas le cas de l'ensemble de la filière textile et dans le monde. Picture peut se permettre d'être dans cette démarche, que ce n'est pas le cas Mhm. de l'ensemble de la filière. D'accord. Bon, merci pour ces précisions. Bon, écoutez, merci à tous. Je vous avoue, j'ai pas vu passer cette heure avec l'ensemble de nos intervenants, tous plus intéressants les uns que les autres sur le sujet. D'ailleurs, ça a généré pas mal de questions, n'est-ce pas, Denis, qui nous a transmis encore comment dire, les questions de l'assistance et j'aimerais en poser. On a une vingtaine de minutes jusqu'à la conclusion pour cet échange de questions-réponses. Donc voilà, donc n'hésitez pas aussi au fur et à mesure, chers participants, à poser vos questions et puis à nous pointer le destinataire de vos questions. Et là, du coup, on va reprendre un petit peu le déroulé puisque j'ai des questions un peu plus techniques pour Fabien, si tu es là, de RECO, euh, où un participant nous demandait est-ce que l'humidification elle est différente selon les matières? Est-ce que c'est différent sur le polyester? Est-ce que c'est différent sur le coton? Comment ça fonctionne au niveau technique derrière? Donc, c'est la personne qui était intéressée par rapport à ce processus. Est-ce que c'est les mêmes machines? C'est les mêmes processus? Oui, tout à fait. Donc, les machines, les installations sont les mêmes sur les différents métiers, mais par contre, on a la possibilité en fait d'apporter une humidité différente, donc un taux d'humidité différent, en fonction de la matière qui est tissée. Donc, effectivement, sur les matières plastiques, on va rechercher plutôt à limiter donc les effets électrostatiques, alors que sur le coton ou la soie, là, c'est vraiment l'humidité pour maintenir la cohésion en fait des différentes fibres. D'accord. Ok. Donc, du coup, techno un petit peu La légèrement technologie, effectivement, c'est la même, hein, donc on va c'est la même. diffuser le long Mhm. de la chaîne, mais par contre, effectivement, on va amener une humidité différenciée en fonction du besoin. Et donc, on va amener peut-être plutôt 70% dans un certain cas, ou plutôt 80, D'accord. 85 dans d'autres, quoi. Ok, d'accord. Très bien. Bah, du coup, effectivement, hein, là, c'est une question un petit peu technique. Vous aurez les contacts de Fabien et de tous les participants, bien sûr, dans le résumé du webinaire pour aller un petit peu plus loin. J'avais une autre question aussi sur qu'est-ce que le biopolyester? Alors, je sais que c'est Florian qui en a parlé, Jean-Michel aussi. Qui est-ce qui peut nous éclairer sur ce matériau bio? Ouais, si vous voulez, je peux en parler rapidement. C'est parce qu'on lance des produits qui sont faits partiellement de cette matière. En fait, le polyester est composé de deux choses, de monoéthylène de glycol et d'acide terephthalique, qui sont deux composants pétrochimiques. Et du biopolyester, c'est du polyester où la partie que je viens de citer, le monoéthylène de glycol, est biosourcée Mhm. avec la fermentation du sucre. Donc là, en D'accord. l'occurrence, de la canne à sucre, qu'on arrive à faire fermenter, on atterrit à quelque chose qui s'appelle l'éthanol. Enfin, en vrai, fermenter du sucre, c'est des procédés pour faire de l'alcool. Donc Mhm. voilà, plus ou moins connu. Et après, derrière, de l'éthanol et avec une dernière étape de synthèse du monoéthylène de glycol qui est du coup un composant originel du polyester. Donc de cette manière, on arrive à avoir un polyester qui est partiellement biosourcé. Et ça existe déjà depuis longtemps enfin, depuis longtemps. C'est pas encore ultra démocratisé, mais ça existe dans le PET packaging. Coca-Cola le fait, par exemple. Et maintenant, le D'accord. grand challenge, c'est d'arriver à biosourcer l'acide terephthalique, qui est majoritaire dans le composant du polyester.
D'accord. Donc voilà, le biopolyester, ça se fait aussi, je crois, avec du corn, donc avec du maïs. Dès l'instant où il y a du sucre, en fait, que c'est de la betterave, du maïs ou de la canne à sucre, ça fonctionne. D'accord. Voilà. Ok. D'accord. Merci. Merci. Une utilisation donc de plus en plus importante. Du coup, dans la gamme Picture. Du coup, ça augmente au fur et à mesure. C'est constant. C'est Ouais, à l'heure actuelle, c'est 30% environ de notre collection technique. d'accord. Et en fait, on mixe un tissu biopolyester, on mixe pardon, un fil biopolyester avec un fil recyclé pour D'accord. avoir à la fin un tissu qui est une composante des deux. Et du coup, ça nous éloigne d'un polyester conventionnel Mhm. qui, lui, est directement issu du pétrole. C'est un peu la stratégie à l'heure actuelle. D'accord. Ok. Merci pour ces explications. Jean-Michel, du coup, tu souhaitais rajouter quelque chose sur dessus? Oui, je souhaitais rajouter quelque chose. Oui. Aujourd'hui, effectivement, je pense que c'est une solution parce qu'il n'y a pas d'alternative. On peut imaginer que dans les 10 ans qui viennent, on ne fera pas de matériaux biosourcés pour faire du textile. Parce que le gisement à recycler est tel que si on peut éviter le biosourcé, en plus c'est bio, c'est quand même, il fera faire Mhm. le bilan global d'un fil biosourcé par rapport à un fil recyclé de polyester. Bien sûr, parce qu'il faut Et quand même l'intégration, protéger le canne. c'est un peu comme les bouteilles de Coca-Cola au départ, c'est-à-dire qu'ils sont partis sur du biosourcé, ce qui a complètement déstabilisé la filière de recyclage des bouteilles à un moment donné. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, Jean-Michel. Moi, je le vois à titre personnel, pour Picture, je le vois pas comme une solution d'avenir qui viendrait Mhm. remplacer des meilleures techniques d'économie circulaire qu'on a citées avec Carbios notamment. Donc on le fait Ok. parce que il y a cette opportunité et on va voir comment ça évolue. Mais le problème, c'est que le jour où tout le monde veut le faire, bah déjà, le gisement existant de textile, il se recycle pas et du coup, on l'incinère, on le jette, ça sert à rien. Et surtout, le jour où on veut plus de sucre et plus de canne à sucre, s'il faut commencer à déforester, ça ne veut plus rien dire. Donc Mhm. effectivement, on en parle parce qu'il y a eu la question, mais moi, je ne le vois pas comme quelque chose de majeur dans l'avenir, quoi. On est Ok. d'accord, c'est bien. Merci messieurs pour cette précision et aussi cette découverte aussi pour moi sur ce nouveau matériau. J'ai une question aussi pour Fabrice. Question business model, business plan. Mais j'en ai deux même d'ailleurs, si tu veux bien. Tu as cité effectivement que du coup tu étais en relation donc sur la réparabilité, ça fonctionne, tu t'agrandis et tu t'es adossé sur le haut de gamme. Quid de l'objet de conso, on va dire courant, hein, selon une question de nos participants. Voilà, l'objet de conso courant, plus courant, peut-être moins haut de gamme. Qu'en est-il? Est-ce que du coup c'est une possibilité de cible pour toi? Et deuxième question, c'était Clara qui en avait parlé aussi. Est-ce que tu as des cibles dans le vêtement professionnel? On t'entend, on ne te voit pas, mais on t'entend. Non, on ne t'entend pas non plus. Oui, on t'entend. Là, par contre, du coup, le son est revenu. Ah, passer peut-être à une. Tu me feras signe quand on sera prêt. Derrière. Ah, ça revient. Non, mince, mince. Bon. Ok, donc on te laissera répondre peut-être par le chat ou du coup sur ton adresse mail. Je regarde pour une question, donc j'enchaîne sur une question pour Clara. Car un auditeur nous demandait en termes d'opérationnalité, est-ce que du coup vous aurez une unité de traitement de vêtements qui sera opérationnelle? Oui, tout à fait, c'est l'objectif. Alors Oui. là, on est dans le montage de cette unité.
Donc, comme je disais tout à l'heure, on teste les équipements pour voir ceux qui sont les plus pertinents à mettre sur notre ligne. L'objectif, une fois qu'on aura levé les verrous technologiques, et puis ça a été cité aussi, il y a un gros enjeu qui est économique. Il faut qu'on arrive à trouver un modèle économique viable sur cette unité industrielle, et ça fait partie vraiment des points importants pour le moment. L'objectif serait, si tout se passe bien, qu'on ait une unité qui tourne début 2024. Donc, on avance dans cette direction-là. Après, en connaissant les aléas aussi des projets de R&D, donc c'est pas exclu qu'il y ait un peu de décalage, mais on part avec cette cible-là. Et puis l'idée, c'est qu'on commence à travailler avec les acteurs dès maintenant, sur tous les projets sur lesquels on travaille, et puis même sur des partenariats extérieurs. On fournit déjà de la matière pour des essais, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, on invite les recycleurs à nous contacter sur ces sujets-là pour qu'on puisse nous préparer la matière, même manuellement, pour leur permettre d'avancer sur leurs essais. Et puis de la même manière, on travaille aussi avec les différents acteurs industriels, textiles, vêtements professionnels et ainsi de suite pour voir comment construire cette filière et comment est-ce qu'on peut traiter et valoriser aussi ces autres gisements que ceux du ménager. D'accord. Une ligne qui serait dans la région, c'est ça? Vous avez une implantation en particulier? C'est pareil, ça fait partie des travaux aujourd'hui, de trouver le bon endroit, le plus stratégique aussi par rapport aux partenaires avec lesquels on travaillera. Mais oui, l'idée, c'est que ce soit en Rhône-Alpes. Bien sûr. OK. Merci, Clara. Retour de Fabrice? Salut. Est-ce que tu avais entendu mes deux questions ou je te les repose? Ça a coupé un peu au démarrage de la question. Ouais. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Donc, deux questions. Est-ce que du coup, tu as un projet par rapport aux vêtements professionnels? Effectivement, ça faisait penser à un auditeur du coup qui c'est cette question-là sur la cible vêtements professionnels. Et deux, tu disais que tu t'étais adossé au haut de gamme pour à l'outdoor pour lancer l'activité. Quid maintenant de la conso, on va dire, plus ordinaire? Est-ce que c'est possible d'investir une réparabilité sur un vêtement qui est, on va dire, moins haut de gamme? C'est deux questions. Ouais, alors sur la première, sur le vêtement professionnel, alors ça dépend ce qu'on entend par vêtement professionnel, mais nous, on travaille mais toujours dans le domaine de l'outdoor avec les professionnels, c'est-à-dire les domaines skiables, hein, sur les tenues des personnels de remontée mécanique, des pisteurs, etc. Donc ça, c'est une partie qui est importante aussi pour nous. Oui. Hein, voilà. Ensuite, et puis les moniteurs, pareil. Hein. Ensuite, sur l'aspect plus grand public, alors nous, on n'ira pas. Enfin, grand public, vêtements de tous les jours, nous, on n'ira pas parce que on veut rester sur notre cible sport outdoor et vêtements techniques. D'accord. Après, à l'inverse, sur le vêtement de tous les jours, en fait, ce qu'on oublie, c'est que des couturières à droite et à gauche, proches de chez nous, pour faire des réparations de ce type-là, qui ne nécessitent pas des machines particulières, etc., ou des savoir-faire bien précis, comme le thermoclave, etc., il y en a encore plein. Hein. Donc, voilà, il suffit de les trouver, c'est tout. Mais moi, par exemple, quand des personnes viennent nous voir à l'atelier, donc des gens de proximité, hein, pour faire de la réparation sur ce genre de produit, je les renvoie vers une couturière qui est à côté, voilà, pour faire ces réparations-là. Donc, la réparabilité sur le vêtement classique, ça existe, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Ça a toujours existé. Ouais, voilà, c'est ça. On a perdu. Avec la fast fashion, on a perdu cette notion de réparabilité de vêtements de tous les jours. Ok. Merci, messieurs, dames, pour vos réponses. Donc, je redonne la parole à Denis en guise de conclusion de ce webinaire que vous pourrez aussi retrouver en diffusion avec le lien qui vous a été proposé. Écoutez, bonne journée à tous et à toi, Denis, pour la bonne conclusion. Oui, rebonjour, content de vous retrouver. Écoutez, merci d'abord pour toutes et tous d'avoir joué le jeu avec la technique, la technologie. Je pense que ça s'est très bien passé au-delà d'une table ronde sur la fin de vie de la collecte au traitement de fin de vie. Je crois que c'était une table ronde sur les solutions
Merci Laurent Vacheresse de la City Design pour avoir joué ce rôle d'animation avec brio. Je remercie aussi tous nos intervenants qui étaient ce matin connectés, les près de 80 participants qui étaient à l'écoute et aussi en interaction à travers les jeux de questions. On s'inscrit bien dans une semaine complète sur le textile au fil de l'économie circulaire. Demain, nous nous retrouverons à 8h30. Vous avez ici à l'écran le sujet. Demain, nous parlerons des normes et des réglementations avec d'abord des éléments de langage sur qu'est-ce qu'on entend par normes, réglementation, les effets leviers, contraintes ou pas, leviers d'innovation pour les entreprises, dans quel espace peuvent-elles agir, se mouvoir pour créer de la valeur et à la fois sociale et à la fois technique, technologique et de la valeur d'accès au marché. Seront donc à nos côtés pour nourrir cette table ronde la Fédération de la maille, de la lingerie et du balnéaire avec Karine Sfar, sa déléguée générale, l'IFTH, Carole Garbowski, qui était aujourd'hui parmi les participants et qui nous a aussi posé quelques questions. Merci Carole. Laetitia de Charlieu, dont on a également parlé ce matin à travers son dirigeant. Demain, nous aurons un témoignage d'Éric Boel, sa vision d'entrepreneur au regard de ces espaces de normalisation et de réglementation. Comment est-ce que le dirigeant perçoit cet aspect-là. Cécile Martin qui prendra la parole pour Refashion. Et puis, nous aurons un éclairage en seconde partie de cette table ronde sur des dispositifs d'intervention, de soutien à l'innovation, de soutien aux entreprises. Et donc, la région Auvergne-Rhône-Alpes, Cécile Bernard et l'ADEME, à travers Léonard Boniface, nous ferons cet éclairage en deuxième partie de table ronde. Alors, au nom de tous les partenaires organisateurs de cette semaine, nous vous remercions, Tecterra, Unitex, le CIRI, évidemment, la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui soutient cette manifestation sur toute sa semaine. 4 journées de table ronde, vendredi, un temps B2B, rendez-vous d'affaires qui se passera à Lyon. N'hésitez pas à continuer à vous inscrire. Je vous dis à demain, 8h30. Vous avez effectivement accès à l'enregistrement. Vous allez recevoir un message à l'enregistrement de cette table ronde et aux autres qui se sont tenus hier et qui se tiendront cette semaine. Merci à tous, merci à toutes. Heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Et puis, je vous dis à demain, 8h30. Au revoir.